Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karim Danyogo et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de recevoir des personnes ici. Et à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes, c'est toute une nouvelle histoire aussi qu'on va essayer de raconter, essayer de recréer. Aujourd'hui, la personne que je reçois est très intolérant aux fautes d'orthographe. Il déteste tout ce qui est. Je pense qu'il déteste beaucoup de bêtises. Et il donne pas plus de 3 cas aux femmes. Bon, ça, c'est son côté un peu gimmick. Mais après, c'est quelqu'un de très intéressant et il fait beaucoup de choses sur la toile. L'occasion pour nous de découvrir ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait comme travail réellement? Et concrètement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, il va essayer de nous répondre. Et puis on va essayer de voir au-delà de la personne qui est sur les réseaux qui il est. Okay, let's go. Aujourd'hui, je reçois Youssouf Sako, qui est mon frère. Bonne arrivée. Merci. Voilà, on a eu considération pour les hommes comme toi. Bienvenue sur ce podcast. Je pense que on avait longtemps qu'on devait faire ça. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu. Bon, comme il a dit, je pense que je t'avais dit une fois, tout ce qui doit être fait se fera au bon moment, au bon temps. Je pense que c'est le bon moment. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, naturellement, la première question qui se pose, qui es-tu? Là, c'est la fameuse phrase You be you. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir Bon, déjà, Youssouf Sako, c'est mon nom à l'état civil. Voilà, deux noms, nom et prénom, Youssouf Sako. Je suis originaire du Nord. Mhm. Voilà, j'ai découvert bien avant longtemps. Voilà, donc moi, je suis né, j'ai grandi au village. Moi, je suis un villageois. C'est nous, on dit bac, BPC, merci là, c'est nous là. Voilà. Donc, passionné du digital, passionné de cinéma, passionné de football, concepteur rédacteur dans une agence de communication digitale, Mhm. créateur de contenu sur les réseaux sociaux depuis pratiquement 2014. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Pour le Bon, moment. ouais, pour D'accord, je ce pense que qu'au je suis. au fur et à mesure qu'on va Ouais. développer, on va dérouler les questions, on saura beaucoup plus. Tu dis que tu découvres Abidjan, tu n'as pas découvert Abidjan tôt. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène à Abidjan? Bon voilà, moi, l'histoire, elle est un peu longue, mais je vais essayer quand même de Oui, la faire s'il te courte. plaît. Voilà, moi, je suis né dans... Mon père, il était agent de la CIDT, Compagnie Ivoirienne de Développement Textile. Ok. Donc, on l'affectait, c'est des agents qu'on affectait dans différents villages pour assister les cultivateurs dans leur production de champs, quand est-ce qu'il faut s'aimer, quand est-ce qu'il faut récolter, les produits phytosanitaires qu'il faut utiliser. Ok. Et le dernier village où il a été affecté, qu'on appelle Diara, c'est là-bas que moi je suis né. Mais Donc, ce n'est pas mon village natal. Sinon, d'accord. moi, je suis de Kadjoa. Ok. Notre ethnie, on nous appelle Kadjoaka. Kadouaka. Ne cherchez pas à savoir, on a fait même chose comme les Odinika, on a pris notre village, on a des K. Ok, C'est c'est fini. fini. Ok, très intéressant. Donc, c'est là-bas que j'ai né, c'est là que j'ai grandi. Sauf que suite à la crise en 2002, beaucoup d'enseignants ont quitté le village pour revenir vers le sud où ils ne se sentaient pas en sécurité. Bah, et tout ce que tu connaissais, la situation Sociopolitique. sociopolitique de l'époque. Donc, ça fait qu'on n'avait pas de véritables enseignants. Et moi, j'étais bon à l'école. Je pense que quand j'ai fait la classe de sixième, on n'avait pas de professeur DPS, on n'avait pas de professeur DCM, on ne faisait pas, il n'y avait pas de LVD, c'est allemand pour tout le monde. On n'avait pas de professeur d'art plastique, on n'avait pas de professeur de musique. Je pense qu'on n'avait que des matières de base, français, maths, etc. Ok. Donc, quand ma soeur vient me voir, elle me dit, bah, toi, tu es intelligent. C'est comme, j'ai dit n'importe quoi, tu as quelqu'un qui est moyen, mais tu le mets dans un niveau, dans un endroit, bien dans une école, dans une compétition, où il sera toujours premier. Mais c'est pas qu'il est excellent, c'est juste que le niveau autour de nous est relativement bas. Bas, exactement. Donc, on va t'envoyer à Abidjan pour que Un tu puisses niveau- étudier dans de bonnes conditions. Et c'est là que je découvre Abidjan après ma classe de quatrième. Donc, je commence la troisième ici. Et puis bon, je n'ai plus quitté Abidjan. Hein. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Il passe souvent à Diaran quand il le veut, ou bien il va à Kadjoa. 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 Ouais. Donc, ça veut dire que grâce à ta sœur, Ouais. tu découvres, enfin, tu reviens dans un système où tu peux apprendre beaucoup plus de choses, où tu peux vraiment te développer réellement. Ouais. On a quelque chose en commun, l'idée avec les sœurs. Parce que moi, c'est grâce à ma sœur que je suis parti à l'école, j'ai appris à lire et à écrire. Donc, je lui dis merci, c'est grâce à elle que je tiens ce micro-là. Donc, c'est qui est très particulier. Mais quand tu viens à Abidjan, Ouais. comment est-ce que ça se passe? Tu découvres Abidjan, ça se passe comment déjà? Ouais, c'est effrayant parce qu'au village,
Au village, je sais pas si tout mon bras soit dans la caméra, mais au village, tu peux marcher comme ça sans toucher quelqu'un. Ok, Tout le monde connaît tout le monde. ok. Voilà, il y a pas on n'a pas peur, il n'y a Il y pas a il y a une d'insécurité. proximité. Voilà, il y a une proximité et puis il n'y a pas d'insécurité. Ok. Tout le monde connaît tout le monde peut aller chez tout le monde fait tout. Mais quand je viens à Abidjan, j'ai l'impression d'être dans une fourmilière, ça grouille de monde. Je vois j'avais l'habitude de voir les immeubles quand je venais à Boaké Mhm. pour les fêtes de Tabaski auprès du vieux. Mais Abidjan, ça grouille de monde, tout le monde marche, tout le monde parle, tout le monde touche tout le monde. Tout le monde parle Tu mal veux à pas- tout le monde vend tout à tout le monde. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, je n'étais pas habitué à ça, mais parce que ma savane me manquait. Et ce petit côté sauvage où on partait faire la chasse, la pêche, où on partait poursuivre le bœuf, ça me manquait. Donc, et puis, je ne suis pas venu, si tu veux, mon voyage n'a pas été longtemps préparé. Ok. On va dire, on m'a un peu exfiltré. Ils Ah, ont envoyé un grando en mission, il est venu, il dit, bon, ok, samedi prochain, tu es à Abidjan. Opération commando. Il était pas quelque chose. Ça a duré 5 jours. Donc, j'ai même pas eu le temps de dire au revoir mes potes, ceux avec qui j'ai grandi, Oula. avec qui j'ai fait l'enfance. Du coup, les 3, 4 premières années, ça a été un calvaire. Je voulais tout de suite retourner au village. Est-ce que tu t'es senti un peu. Il y a un déphasage, non? Tu dis, qu'est-ce que je fais? C'était un peu. Oui, ça fait que c'est de façon avec qu'aujourd'hui, il y a plein d'amis d'enfance que je connais des visages, Ok. mais pas de nom. Eux, ils me connaissent parce que j'étais l'élève turbulent à Turbulent, l'école. Et ouais, puis moi, ouais. mon nom, c'est facile à retenir, Sako. Cool. Donc, Sako, 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 Sako. Tout le monde m'interpelle. Mais moi, je dis, ah ouais, bro, ouais, c'était CM2, non, CM1, non, oui. Je salue comme ça, mais je suis en train de Chercher. mais je ne trouve pas. Ok. Je ne trouve pas, le village avait changé. Puis bon, quand il vient, quand il y a Abidjan, tout ce que tu vois, quand il retourne 7 ans après voir le village, où c'est pas les mêmes, c'est pas le, franchement, c'est pas. Il y a un monde, il y a un écart de développement. Donc, Ouais, j'imagine. c'était un déphasage total. Moi aussi, moi, je suis né au village. Voilà. Je suis né au village. C'est à l'âge de 4 ou 5 ans, on m'a envoyé à Abidjan. Ah, C'était toi, t'es venu tôt. Voilà, moi, je suis venu très tôt. Ouais. Moi, on m'a pris, on m'a envoyé à Abidjan parce que ma soeur estimait que elle allait à l'école. Il faut que moi aussi, j'ai la chance d'aller à l'école. Donc, il vient à Abidjan, il fait les cours et tout. Bon. Je pense que moi, contrairement à toi, je suis venu beaucoup plus tôt, donc j'ai pas eu beaucoup ce Ouais. souci-là. Mais je pense que tu viens à Abidjan, Ouais. tu fais tes études, tu grandis et tout. Je pense que qu'est-ce qui te permet de garder ce lien-là avec la famille, tout ça? Parce que peut-être que la famille est restée là-bas. Oui, Aujourd'hui, ouais. tu as Ma vieille n'aime pas Abidjan. Ok. Je pense que mon vieux n'a jamais aimé Abidjan. Parce Pourquoi? que il a construit partout, pratiquement partout. Il Là a où il construit est. dans nos villages, Kadjoa. Il a construit à Dianra. Avant d'arriver à Dianra, il a été affecté dans un village avant. Il a construit là-bas. Il a un terrain à Boaké. Abidjan, c'est pratiquement la seule grande ville où il a été, où il n'a pas construit. Il n'a jamais aimé Abidjan. Pourquoi selon toi? Je sais pas. En tout cas, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais il n'a pas aimé. Son grand frère était ici. Son grand frère avait un terrain ici. Mais lui, jamais. Et puis, donc, la vieille aussi, elle a. Comme j'ai dit, Dianra, franchement, ça a été le dernier village où c'est installé. Si. Donc, c'est devenu une sorte de base. Aujourd'hui, si tu me vois en train de parler, tu vas beaucoup entendre Dianra. Exactement, beaucoup. Plein de personnes pensent Parce que tu es de Dianra. je suis de Dianra, alors que je viens de Kadjoa. Mon village natal, c'est Kadjoa. Du coup, la vie est restée là longtemps. Je pense que c'est là-bas qu'elle a eu la plupart de ses enfants. Ok. Donc, elle aussi, elle n'a jamais aimé Abidjan. Quand elle vient à Abidjan, elle a l'impression d'étouffer. Elle déprime à la limite. Quand on la garde, alors que nous, on veut la garder auprès de nous, avoir un regard sur elle. Elle n'aime pas Elle va ça. aller s'isoler dans son village là-bas. Donc, je suis obligé de retenir là. Je me suis donné cette mission-là de retenir là 2 fois par an. Donc, quand je prends mes congés, il y a 1 semaine dans mes congés qui sont prévus pour la vieille. Très bien. Où je retourne au village pour aller passer du temps avec elle. Donc ça, je ne manque pas à ça. Dernièrement, j'étais là-bas et je devais prendre des congés en août. Là, c'était prévu que je parte là. Mais elle est actuellement à Abidjan ici. Ok. Donc, cette année, ça sera qu'une seule visite. Inch'Allah. Voilà. En fait, ça me rappelle quelque chose de très important. Le fait que malgré qu'elle soit là-bas, qu'elle soit restée là, tu essaies de consacrer un moment particulier pour voilà. C'est-à-dire que ces moments-là, personne ne peut te les prendre. C'est dédié qu'à la vieille. C'est fini. En fait, c'est pourquoi je ne prends jamais 1 semaine de congé. Minimum 2 semaines. Ok. Là, j'ai 1 semaine pour aller au village, mais c'est tellement loin d'Abidjan et on n'a pas le bitume sur la voie directe. Pour aller. Après Bandou, il n'y a plus de bitume. Du coup, on est obligé de contourner. C'est tellement long. Ça fait que c'est un trajet qui te prend 1 journée. Aller, 1 journée de retour. Donc, je prends minimum 2 semaines de congé. Là, j'ai 1 semaine pour elle au village. Et puis 1 semaine où je viens me reposer à Abidjan. Dans le travail. Faire autre chose. Très bien. Voilà. Bon, encore un rapport. Parce que moi, par exemple, c'était beaucoup les dimanches. Tu vois, les dimanches consacrés à la vieille. Ouais. Touche pas à mon dimanche. Voilà, ils m'ont voir la vieille. Et puis, C'est important, la vieille là. C'est surtout. Faut garder ce contact-là. Exactement. Ouais. Maintenant, tu fais quelque chose que j'aime beaucoup. Et tu vas m'expliquer pourquoi tu fais ça. Ouais. À chaque fois que tu dois démarrer un projet, tu appelles la vieille pour lui parler du projet. Ouais. Surtout, dernièrement, tu dois partir, je sais pas,
au Maroc pour la CAN. Mhm. Tu l'as appelé pour lui annoncer la nouvelle. Ouais. Et puis vous avez fait. J'ai vu la vidéo, ça m'a vraiment fait. Ça m'a créé beaucoup d'émotions assez positives, alhamdoulilah. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais même pas si j'ai une explication. En fait, ma vieille, c'est ma CP. Ok. Quand je vais au Maroc, elle ne comprend pas. Ma vieille n'est pas à l'école, elle n'est pas instruite, tu vois. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce que tu vas aller faire quand... Je dis non, ils m'ont dit d'aller voyager, j'allais regarder le ballon. Tout ce qu'elle sait, et quand on a ballon temps, il ne faut pas jouer parce que j'ai eu une opération suite à un match de football où je me suis fracturé la hanche. Depuis ce jour, la vieille m'a demandé de ne plus taper dans le ballon. Ok. Donc, quand elle a dit, il ne faut pas aller jouer. Mais qu'est-ce que je vais aller faire au Maroc? La vieille ne sait pas. Mais j'ai juste envie de lui dire que je vais me déplacer. Ok. Je ne serai pas dans mon endroit de vie où je suis. Donc, fais-moi des doigts. Ça, c'est quand je voyage. Pour n'importe quel projet, que la vieille sache ou pas, si c'est trop compliqué à lui expliquer, je vais lui dire c'est dans le cadre du boulot. Ok. Par exemple, si j'ai une collaboration, je dis je vais dire un collaborateur m'a appelé, elle va m'offrir un marché, voilà, elle va faire doigt. Parce que quand je vais rentrer dans les terminologies, elle ne va pas comprendre. Ouais. Mais j'ai juste envie de lui dire que j'ai un nouveau gombo, j'ai ceci, j'ai cela. Même tout ce que j'ai fait, quand c'est un projet sérieux, je l'appelle, je lui dis, juste pour qu'elle me fasse des doigts. Quand c'est trop compliqué, j'essaie de simplifier ou bien j'essaie de mettre dans un chapeau pour lui donner. Là, il sait qu'elle peut capter vite fait. Et puis, elle me fait ses doigts, c'est fini. Le Maroc, quand je lui ai dit, c'était... Si tu vois... Si tu retournes écouter la vidéo, tu vas voir qu'elle n'a pas compris grand-chose. Je comprends. Voilà, elle sait juste que son fils va voyager dans le cadre du boulot. Travail, c'est tout. Elle lui fait des doigts. J'ai trouvé ça trop mignon. Et puis, Voilà. il y a beaucoup de protection dedans. Après, l'idée, c'est que... Est-ce que tu te rappelles... Parce que moi, je me rappelle d'une... J'en parle parce que j'ai envie de te rappeler le mien. Quand tu as acheté ton premier jet, est-ce que tu sais la première chose que tu as acheté pour elle? Je ne me rappelle pas, mais je pense que je lui ai envoyé tout. Tu le jet. Ouais, je lui ai envoyé tout. Je lui ai dit, je voulais qu'elle en fasse ce qu'elle veut parce que la veille, moi, on a ce genre de petits trucs où, quand j'étais gamin, je lui disais des choses comme ça. Je ne suis même pas sûr qu'elle le prenait au sérieux. Je ne suis même pas sûr que quand je lui disais, quand elle finissait de faire sa petite sauce arachide, on est assis au fin fond du nord là-bas où on n'a même pas d'électricité. Elle a envoyé sa lampe tempête. Pour éclairer la sauce. Voilà, pour éclairer. On allait acheter pétrole, 25 francs pour venir allumer. J'ai peut-être fait descendre, je ne sais même plus. La mèche. Voilà, la mèche, c'est mèche, non? Oui, c'est la mèche. Ah, okay. Non, ça va là ou bien un truc en cause, ça. On avait un nom bizarre qu'on lui donnait là. On est assis en cause. Et quand il dit bien rassasié, peut-être que c'est là que je sors tout ça des bêtises. Et c'est dans ce genre de choses que je lui ai dit que je l'enverrai à la Mecque. C'est dans ce genre de choses que je lui ai dit que le jeu de travail, je vais lui donner mon salaire. Et je me rends compte que ce sont des choses qui arrivent, que je suis en train de réaliser petit à petit. Je faisais des blagues parce que moi, j'ai toujours aimé faire rire les gens autour de moi. Et je le dis souvent, ma maman, puisqu'elle savait que j'ai grandi, quand elle était dans un moment sérieux où elle devait rester sérieuse, elle m'évitait. Elle évitait qu'on soit dans le même endroit. Ah, parce que tu en as fait rire. Oui, parce que je vais faire mes couleurs pour qu'elle rie. Donc, j'ai fait rire ma vieille de ouf en fait. J'arrive à la déconcentrer de fou malade. Tu vois, la dernière fois, je fais une parenthèse, la dernière fois, je vais la voir chez ma grand-mère en train de marcher et tout et tout. Parce qu'elle a du mal, le poids de l'âge, c'est pas son devenir. J'ai dit, bah, il a besoin de faire du sport. Hein. Elle me l'a dit, j'ai dit, bon, j'ai acheté un coulant avec basket pour elle. Elle a éclaté de rire. Elle s'est imaginée dans le coulant et basket. Et puis, elle éclate de rire. Mais comment tu peux avoir cette idée là en ce moment en fait? Voilà, donc tu vois, moi j'ai toujours aimé faire rire les gens. Du coup, je faisais rire et tout sur Internet. Avec beaucoup de posts quand même qui n'étaient pas catholiques aussi à l'époque. Et les hashtags sont nés. Les hashtags sont nés. Je pense qu'il y a des gens qui mettaient via Real Talk. Des gens mettaient qu'on avait vu. Moi, je mettais via Shintalk 5 puces et demi. Bon, on sait que tu peux avoir les puces par peut-être pair, impair. Mais tu peux avoir puces demi. Donc, je faisais ça. Il se passait via Itel. Voilà, Itel 5 puces et demi. Et puis un jour, je me suis levé, je me suis dit, je manquais de contenu. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de donner les caractéristiques de ce téléphone imaginaire. Et là, je commençais à inventer des caractéristiques. La caméra fait telle chose, et puis il y a quelqu'un qui est venu me mettre en bas. Toi, tu es vraiment un philosophe. Mais je n'ai pas prêté attention. Et après, il y avait la rubrique d'Anguiche qui faisait philosophie, mais je avais F. Voilà. Et moi, je me suis dit, bon, philosophie, moi, je vais faire de l'humour intelligent. De l'humour subtil, de l'humour qu'on ne lit pas tout de suite. Quand tu lis une fois, tu comprends peut-être, il faut relire une deuxième fois, troisième fois pour comprendre la blague.
Et puis, j'ai beaucoup aimé la philosophie quand j'étais à l'école. À cette période aussi, quand moi je suis venu, les premières communautés que moi je connaissais, les communautés européennes. Ok. J'étais beaucoup proche des communautés françaises, ce qui fait que les façons de parler, j'ai très vite capté le verlan. Je comprenais tous les thèmes du verlan, la façon de parler des blancs, les codes XD, les façons de parler, je maîtrisais tout. C'est maintenant que moi, c'est après ça, je pense qu'en 2016-2015, que moi j'ai commencé à me rapprocher de la communauté ivoirienne. Ok. À l'époque, eux, quand ils disaient t'es fou, ça veut dire que t'es drôle. Donc Ouais. la folie et puis philosophie, j'ai fait philosophe avec PH. Ok. Voilà, donc quelqu'un qui est fou et qui fait de la philosophie, qui va te faire rire, qui va te faire prendre conscience, qui va te conseiller tout et tout. Et c'est là que philosophe naît. Maintenant, déjà, ça commence d'abord par le film Avatar. Avatar, quand je regarde en 2009, 2009, ouais. pour moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais. C'est un film que j'ai beaucoup adoré. Gros film. Ouais. Voilà, un très gros film. Ouais. Et les bonhommes sont bleus. Après ça, il y a... je me retrouve malgré moi avec du bleu. C'est-à-dire, je ne choisis pas. Ok. C'est pas... Moi, je porte du bleu, mais c'est pas que je regarde. Hein. Mais c'est rare que tu me vois Sans bleu. sans bleu sur moi, en fait. Forcément, ça apparaît dans des détails. Et ensuite, maintenant, en 2013, je fais mon année BTS dans le marketing pour faire un logotype. On nous apprend le code chromatique, l'étude des couleurs. C'est ici orange. Pourquoi orange ils ont sorti orange? Ben, chaque couleur a une connotation positive et une connotation négative. Et le bleu, c'est une couleur qui incarne le ciel, l'océan, la nature et l'intelligence, la passion, la sensibilité. Ce sont des termes qui me définissent. Et dans les tons négatifs, ça implique la mélancolie. C'est quelque chose qui m'arrive souvent. Donc là, je comprends tout de suite que j'aime le bleu. C'est une couleur qui me définit. Et là, avatar plus bleu, tac, j'ai fait mon truc. Et maintenant, la photo de profil à l'époque, c'est une photo d'identité que j'étais allé faire. Non, c'est une photo d'identité que j'étais allé faire pour ma CNI. Comme le fond était blanc, il m'a juste fini de mettre dans Photoshop et d'appliquer bleu dessus. Il n'a pas eu besoin de faire des montages, puisque la chemise était blanche, l'arrière-plan était blanc, et puis voilà, c'est passé. Et c'est là que j'ai érigé ça en photo de profil. C'est comme ça que le personnage s'est façonné. Après, j'ai posé un statut à l'époque. J'ai demandé si les gens voulaient que je crée un groupe ou une page. Je pense que j'avais lu ça. Il y a ici commentaire. Oui. 3 on dit groupe, 3 on dit page. J'ai opté pour page. Okay. Et c'est là que Philosophe est né, toute l'histoire. D'accord. Aujourd'hui, ta page, avec ces années d'évolution, est-ce que tu penses que ta ligne a évolué ou bien tu restes sur la même ligne éditoriale, ça s'est beaucoup plus peaufiné? Parce qu'à l'époque, moi, je voyais que tu faisais des gens de faux commentaires entre les stars. Ouais. Bon, maintenant, tu n'en fais plus. Est-ce que ça a évolué? Comment est-ce que tu vois la chose? Oui, ma ligne éditoriale a évolué. Je suis resté fidèle. Comme que James le dit, je dois évoluer. Je ne me rappelle plus trop de la punchline, mais j'essaie de paraphraser, mais il doit être dans le présent sans forcément peut-être me détacher du passé. Okay. Je suis resté fidèle à ma ligne éditoriale, mais j'ai compris que non. En fait, moi, je suis perfectionniste. J'ai compris que non, je perdais beaucoup de temps à faire des contenus pour avoir le même résultat. Okay. Par exemple, même quand nous, on a commencé les Papou-Nigan, où on faisait les trolls. Les trolls, ouais, je vois. Où il y a les personnes, on prenait photo et puis les personnes, on leur inventait des discours là. Papou-Nigan là, si tu regardes ce montage, mais c'était moche. Ouais. Il faisait les découpes de façon moche. Mais ça prenait. Mais moi, j'ai pas été détouré les photos. Beaucoup de détails. Voilà. Moi, j'ai toujours été comme ça. Même les config, c'est qu'il y a des applications qui existent où tu mets juste le commentaire et puis ça sort. Ça génère. Mais je trouvais que ça faisait trop fake. Moi, je cherche un truc qui est naturel, quelque chose qu'on peut confondre à de vraies captures. Et je t'assure aujourd'hui que ce qui fait que les gens savent que c'est du fake, c'est parce que on va être un peu sérieux à deux, babo, Dieu ne peut pas se retrouver sans qu'on en train de se parler. Exactement. Sinon, si on prend des personnes lambda, il n'y a personne qui va capter que c'est pas authentique. Donc, cette recherche-là m'a amené, fait que c'est un contenu qui me prend énormément de temps. Par exemple, pour générer, il ne serait qu'une simple capture de config, minimum 4 heures. Wow. Parce que l'interface graphique de Facebook évolue. Avant, on n'avait que des pouces bleus. Maintenant, il y a les émotions. Donc, il faut que je regarde. Aujourd'hui, quand je m'en vais, comment est-ce que l'interface graphique de mon Facebook, de mon appli Facebook s'affiche pour que ce que je vais faire là ressemble à ça.
Ce qui fait que mes templates sont tout le temps obsolètes. Ok. Parce que quand l'interface graphique change, les templates qui sont là ne Obsolète. peuvent plus être utiles. Ouais, exactement. Donc, Ouais, ça fait que j'ai toujours de nouveaux templates, tu vois, non? Ça fait que c'est fatigant. Ok. Et du coup, je me suis rendu compte aujourd'hui que je peux voir une image, et même, je mets un wording en haut, 2000 likes, 3000 likes, 4000 likes. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 5 minutes. Donc, pourquoi aller mettre 3 heures, 4 pour heures faire quelque chose qui va à te faire donner quelque chose qui va avoir peut-être le même résultat que les autres? Donc, je suis devenu, je suis la tendance. Il faut faire un truc qu'on peut produire rapidement. Même les vidéos aujourd'hui, je pouvais me filmer, je dépose mon trépied, je me filme, je parle tac, 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 sans montage, sans insert, sans chichi. Tout, sans chichi. Je mets sur Capcut, je découpe les blancs, ou bien je découpe là où j'ai mal prononcé un mot, tac, je balance. C'est rapide. Aujourd'hui, il y a tellement de créateurs de contenu aujourd'hui que je me dis, à moins que ceux qui font de la vidéo, je peux comprendre parce qu'ils ne sont pas obligés de produire 10 000 posts. Exactement. Ils peuvent faire un post par semaine. Donc, ils ont le temps de tourner, monter tout ça. Tout ce qu'ils doivent. Alors que, et puis quand ils vont faire une vidéo une semaine, ça va vivre peut-être sur un mois. Les vidéos sont intemporelles. Mais nous qui faisons de contenu image texte, non pas se permettre d'être absent pendant une semaine. Du coup, tu dois produire minimum 3 à 4 posts par jour. Tu ne peux pas te permettre ça. Donc, je suis beaucoup plus aujourd'hui dans la rapidité, dans la productivité, tout en garantissant. Ce qui fait que les confs sont devenus rares. Là, on va essayer de venir maintenant sur la création de contenu aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui cette forme de création de contenu, surtout ces créateurs de contenu aujourd'hui? Moi, j'ai un gros problème, comme j'ai dit. J'ai un problème avec ceux qui n'ont aucun principe surtout. Okay. Avec le premier, il n'y a pas d'éthique. Ils vont prendre un micro, une caméra, un téléphone, ils vont sortir dans la rue, ils vont commencer à créer tout et n'importe quoi. Comment est-ce que tu penses qu'on est arrivé à là? Et si toi, tu devais essayer de... Si tu étais un gendarme de la société, comment est-ce que tu aurais pu que les choses se règlent? Moi, je pense que d'abord, c'est un problème d'éducation et surtout... c'est aussi un problème de valeur et aussi c'est un problème de à quel point tu es dépendant des likes. Ok. Moi, je me rappelle tout à l'heure quand je parlais, je t'ai dit que au début, je faisais des posts qui n'étaient pas catholiques. J'en ai parlé une fois sur mon profil. Moi, on m'a fait réunion. Tu connais les réunions familiales en Djula. Mais ma soeur avait remarqué ce que je faisais. J'étais hyper méga giga grossi dans ce que je disais. Je faisais des posts pour dire, par exemple, la femme est la seule femme qui saigne sans se blesser. Tu vois, des petits trucs bêtes comme ça que je faisais. Et ce n'était pas à l'image de l'éducation que j'ai reçu, des valeurs qu'incarne ma famille. Donc, on a fait une réunion sur moi où on m'a demandé carrément, tout le monde a tout de rôle, on m'a biama. Et on m'a donné un ordinateur, on dit d'effacer mes bêtises. Du coup, ma présence sur Facebook jusqu'à 2014 est inexistante. J'ai tout effacé. Je me suis assis. De 2014 jusqu'à aujourd'hui? Non, de 2009 à 2014, okay. J'ai tout effacé. Tout ce qui est présent sur mon profil, même quand Facebook fait souvenir. Les souvenirs, si tu vois, c'est peut-être un post où j'annonce peut-être un succès, mais très souvent, c'est les joyeux anniversaires. J'ai tout effacé. Donc, en 2014, quand je reprends, je suis nouveau. Je pense que moi, je suis sur mon profil, par exemple, je suis ami qu'avec mon grand frère et mes deux neveux. Sinon, à l'époque, tel que j'avais commencé à partir en brousse, mes frères disent qu'il ne peut pas m'ajouter, il ne peut pas même... ça ne veut même pas que ça lié à toi. Voilà. Pour ne même pas qu'on dise... Mais je suis devenu ça aujourd'hui, ils me félicitent hors des caméras, quand ils vont me dire « Ah, c'est bien et tout, mais on n'est toujours pas mis. Hein. » D'ailleurs, moi, tout le monde que c'est mieux quand même. Voilà. Donc, je pense que c'est un problème d'éthique. Ok. Moi, aujourd'hui, moi j'ai un problème avec le mot mercon, même s'il est galvaudé aujourd'hui et qu'on l'emploie à toutes les sauces, on dit que c'est pour rigoler. Moi, quand on me dit c'est pour rigoler, je dis bon, ok. Quelle est la définition? Si tu as me trouvé une définition, ok, on a rendu ça fun. Mercon et babier. Ouais, qu'il est mal babier, un truc comme ça. Vous avez rendu ça fun. D'accord, ça veut dire quoi? Tu peux aligner 10 personnes. Ils ne vont pas trouver la même signification. Alors, tout le monde sait que c'est quoi un bâtard? Un bâtard, c'est un enfant qui est né hors mariage. C'est la définition universelle. Moi, je peux te dire bâtard et tout, on sait, mais il y a une définition universelle. La définition universelle des mercons et des babiers, c'est l'entrejambe de la mère qu'on insulte. Moi, je suis Djoula. Donc, moi, je ne suis pas à l'aise avec. Ça veut dire que même quand quelqu'un le dit pour me complimenter, quand je sais que la personne ne sait pas, j'écris en privé à la personne pour qu'elle change son commentaire, mais pour qu'elle supprime. Mais quand je sais que c'est juste pour m'attaquer, là, je bloque et puis je supprime. Donc, est-ce qu'on se pose la question de savoir, est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Moi, je me dis souvent, ce que tu postes là, est-ce que c'est un poste que tu peux lire devant un ministre?
devant tes parents, Très bonne question. devant ton employeur. Si j'ai un doute, c'est que c'est pas bon. Ok. Tu vois. Il faut avoir une conscience Voilà. interne Je me un dis ça, en juge fait. interne. Tu vois, il faut que tu aies ça. Et puis, il y a une chose, nous, on est rentré dans la création de contenu pour amuser la galerie. Moi, j'ai créé le Flouzo parce que moi, il y avait d'autres pages avant où je faisais du rap. Je m'appelais Dr Punchline à l'époque et tout. Parce qu'on pensait qu'on allait devenir le futur Ibra. Après, on a compris que non. On C'est a pas le bon chemin. J'ai écrit des textes, mais je n'ai jamais su chanter. Ok. Donc, j'ai fusionné. C'est pourquoi si tu rentres dans mes pages que tu vas voir que ça ne date pas de 2000. La création de Flouzo ne date pas de fin 2014-2015. Ok. Mais beaucoup plus ancien. Alors que réellement, le Flouzo est né dans cette période-là. Et quand moi, j'ai créé mon compte, c'est pour amuser les gens, c'est pour faire rire les gens. De 2015, ce n'est qu'en 2019 que moi, je commence à accepter de l'argent pour des collaborations. Ok. Donc, on n'a pas commencé à créer pour avoir de l'argent. Quand tu prends quelqu'un comme Ange Freddy, quand il commence, il est photographe. Ouais. Après, quand je sais pas si c'était au Tunisie ou bien dans un pays maghrébin, il est photographe. Il commence les vidéos de Ange et Yano. Yano. C'est pas pour avoir de l'argent. C'est juste pour pour le Olivier, kiff. quand il commence, c'est un kiff. Technique, quand il commence, c'est un kiff. Quand Papou Nigam commence, c'est un kiff. Gros kiff. Hein. Mais la nouvelle génération, ils sont venus parce qu'il y a de l'argent dedans. Ils savent qu'aujourd'hui, si tu as une communauté, tu peux te faire de l'argent. Donc, ça fait qu'il y a plein qui, certes, sont venus pour de l'argent, mais se disent, je peux avoir une communauté en restant sage. Mais il y a rien, parce qu'en restant sage aussi, c'est lent. C'est très lent. C'est lent. J'en sais beaucoup. Taper sur les gens et puis avoir l'air là, beaucoup. c'est sharp. Donc, à quel moment tu décides d'être patient pour créer une communauté sur la base de quelque chose qui est potable, ou à quel moment tu décides quand même d'aller un peu rapidement en venant taper sur Mabio, taper sur Jonathan Morrison, en tapant sur Drogba, en tapant sur la FIF, en venant en insultant les femmes, en s'attaquant aux féministes, en étant grossier, en insultant. C'est rapide. Ça va vite. Ça va vite. Donc, il y a ce questionnement qu'il faut avoir. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas ce recul-là. Mais moi, j'ai dit, Internet, là, ce n'est que la représentation de ce qu'on a été, qu'on ne pouvait pas exprimer au quartier devant tout le monde. Wow. En fait, ça me rappelle, ce n'est que l'extension de nous. Merci là. Sur la vraie vie. C'est tout, c'est une extension de nous, en fait. Parce que si tu ne peux pas dire mercon vis-à-vis des gens, tu ne peux pas mettre ça sur Facebook. Je suis d'accord. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a toujours un problème pour faire sortir ces mots. La dernière fois, moi, j'ai insulté la maman de quelqu'un, je pense que ça remonte à près de 15 ans. J'ai 34 ans. Aujourd'hui. Donc, je me dis que j'ai un problème sérieux avec ça. Du coup, ça ne peut pas sortir sur Internet. Okay. Malgré le fait qu'on ne me voit pas, malgré le fait que je n'ai pas de contrôle, moi, je n'ai aucun contrôle sur ce que moi j'ai fait dans ma vie. Aucun contrôle. Il n'y a personne qui existe dans ma vie aujourd'hui qui peut me dire qu'il faut supprimer quelque chose. Ça n'existe pas. Personne. Maman ne sait pas utiliser. Maman, c'est ma seule limite. Elle ne sait pas utiliser Internet. Peut-être si tu vas lui montrer pour lui dire, maman, c'est vrai que tu comprends, mais il faut lui dire de supprimer. Elle va dire supprimer. Tout ce qu'elle va dire, je vais faire. Mais à part ma maman là. Personne. Je suis autonome à 100%. Mais j'ai cette limite-là, humainement. Je me dis, je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas me lever aujourd'hui parce que tout le monde tape sur Jonathan Morrison, il tape sur Jonathan Morrison parce que ça génère des interactions. Des interactions. Tu vois. Donc, pour moi, il faut avoir ces valeurs-là. Il faut avoir des valeurs intrinsèques. Il faut avoir une éducation intrinsèque. Il faut savoir se dire, est-ce que si je viens, je continue de casser du sucre sur le dos de cette personne qui est déjà en mal par rapport à tout ce qu'elle a fait, par rapport à ses fautes et ses erreurs, est-ce que ça bonifie ma personne? Ça m'apporte quoi? Exactement. La question à se poser, qu'est-ce que je gagne? Voilà. L'information que tu as partagée, est-ce que tu t'es assuré que c'est vrai ou faux? C'est la question que tu dois te poser en fait. Il ne faut pas juste te dire combien je vais avoir en termes d'engagement sur ce poste, mais est-ce que moralement tu es en phase? Est-ce que spirituellement tu es en phase? Est-ce que dans ta religion là, tu es en phase avec ça? Pour moi, c'est les questions qu'il faut se poser. Et c'est ce que moi, je pose chaque fois quand je fais mes posts. Très bien. Qu'est-ce que tu penses? Je suis totalement d'avis avec toi. Mais est-ce que tu ne penses pas que ceux qui font ça, déjà, ils manquent d'éthique. Ça, c'est sûr. On le sait très bien. Mais est-ce que quelque part, ça n'arrange pas aussi certaines marques? Que quand ils font ça, ça génère des vues et ça génère des millions de vues. Est-ce que les marques ne sont pas un peu responsables de tout ça aussi? Parce que ça leur... Moi, je me rappelle, il y avait une campagne d'une marque dont je ne citerai pas le nom, ils ont pris leur produit pour aller donner un gars qui fait des vidéos TikTok, à la limite, des vidéos dégueulasses avec une petite fille. Mais j'ai remonté le truc, en fait. Ouais, j'ai vu mais ça. comment est-ce qu'ils font pour ne pas regarder tout ça? Moi, sincèrement, je ne dis pas que les marques sont innocentes, mais moi, je ne vais pas mettre la responsabilité sur les marques. Parce que si tu mets la responsabilité sur les marques, on en revient à ces sempiternels discours qu'on a sur « Ouais,
on promeut la médiocrité en Côte d'Ivoire. Ouais, je vois. Et puis, les exemples sont légion. Tu vas prendre une émission qui parle des sciences, des découvertes. Ça va, non, tu vas pas avoir d'audience. Absolument pas. Moi-même, je fais cette vidéo. La vidéo, la dernière semaine, tapé 10 likes. 10 likes, 49 vues. Tu vois? Voilà, okay. Alors que si on était en train de parler de débat sexuel, de combien de go il y a beaucoup, machin, truc, paf, tu vois? Je vois. Donc, aujourd'hui, les marques en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette culture de vente derrière. Okay. Quand la collaboration au niveau des marques, les marques sont encore au niveau de la visibilité. D'accord. En France, dans les autres pays, ça a évolué. Aujourd'hui, on ne se contente plus de la visibilité. Est-ce que si je collabore avec une marque, est-ce que ça aura des impacts directs? Des impacts réels sur mes ventes, mes articles, mon positionnement et tout et tout. Nous, on est encore au niveau de la visibilité. Alors, la visibilité, quand une marque cherche la visibilité, elle ne cherche plus l'expertise. Ce qui fait que même si elle veut parler de football et qu'elle sait que Foulouzov est calé dans le football, elle va aller chercher quelqu'un qui est plus tendance que Foulouzov. Exactement. Si elle veut parler de tech et puis elle sait que Karim Daniogo est plus prononcé dans tech, Karim Daniogo, il génère peut-être 1000 ou 2000 vues à la rigueur. On va aller chercher quelqu'un qui peut nous faire 500 000 vues. Exactement. Ouais. Du coup, les marques sont à la recherche de la visibilité. Et comme j'ai dit, les créateurs de contenu n'ont pas forcément, certains créateurs de contenu n'ont pas forcément c'est cette limite-là, cette éthique-là qui va leur permettre de dire, bon, ok, je vais essayer de faire des contenus quand même sages. Donc, lui, tant que ça génère, parce qu'aujourd'hui, tout le monde court à la visibilité. Si tu n'es pas visible, on ne collabore pas avec toi. Sauf les marques qui ont déjà collaboré avec toi, qui te connaissent et tout. Sinon, quand c'est un premier contact, là, on cherche tous les gens qui sont tendance. Et les gens qui sont tendance, c'est pas tout le monde qui veut bien faire le show pour être tendance. Les gens font des choses qui vont amener les gens à parler d'eux. Du coup, je ne dirais pas, parce que tant que ces personnes auront la visibilité, parce que c'est comme ça, on est en train de dire, est-ce que la marque ne veut pas se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il peut nous donner de la visibilité, mais écoute, la marque c'est qu'on va parler d'elle à travers ces gars. Ça suffit en fait. Donc je me dis, est-ce que la marque doit avoir cette limite-là que le créateur de contenu n'a pas eu. Ouais, je vois. Donc pour moi, c'est une question, je me dis, les entreprises n'ont pas de morale. Hein. Okay. Pour moi, les entreprises sont là pour faire des chiffres. C'est vrai qu'elle ne va pas faire quelque chose qui va polluer l'environnement. Elle va avoir son approche RSE. Elle va faire des dons aux orphelinats. Elle va faire tout ce qui est action sociale. Mais une marque n'a pas une guillemette de morale. Une marque ne vise que les chiffres. Exactement, clairement. Donc, si ça peut générer des trafics et tout, c'est quand l'image de ces créateurs de contenu peut impacter leur image, c'est là qu'ils commencent à dire, ouais, tu vois que s'ils ont un brand ambassadeur qui est accusé dans le viol, ou bien pédophilie, ou bien truc anti-féminisme, ils vont résilier le contrat parce rapidement. Que ça impacte leur image. Mais tant que ça leur donne juste de la visibilité, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, tu vois. D'accord. Je pense que bon, tout est dit, tout est clair. Je pense que le plus important, comme moi je dis, c'est surtout les marques, enfin les créateurs de contenu qui doivent vraiment être pris d'éthique et puis de morale pour comprendre que ce qu'ils sont en train de mettre sur la toile, ça va rester et comprendre qu'ils s'adressent à d'autres personnes. Je me rends compte que plus on travaille dans ce qui est difficile, plus ça prend du temps. Et ça me fait plaisir de l'entendre aujourd'hui parce que je connais, tu vois, tu essaies de faire des choses, tu travailles durement, tu as l'impression que les autres avancent et que tu n'avances pas. Tu as l'impression que les autres travaillent. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça sert à rien. Par moment, je me pose la question de savoir, est-ce que tout ce que je fais est utile, tu vois? Il m'arrive de me poser cette question-là. Est-ce que tout ce que je fais, c'est nécessaire? Est-ce que tout ce que je fais, ça va payer? Parce que je vois que d'autres, ça paye pour d'autres et nous, ça ne paye pas. Voilà, quoi. Mais toujours est-il que je pense qu'il y a quelque chose il y a une phrase que j'ai toujours en tête qui dit que si c'est par le travail, la prière et la discipline que le monde a connu des hommes grands et forts, ce n'est qu'une question de temps. Donc nous, on travaille toujours, on essaie toujours de travailler, on essaie toujours de mettre en avant ce qu'on sait faire. Et puis voilà, quoi. Merci beaucoup.